Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. J'espère que vous allez bien. Je suis le prof Chen et comme à notre habitude, nous allons observer les mouvements, les comportements sur le marché des crypto-monnaies. Au cours des 2 dernières semaines, on s'était notamment intéressé à Ethereum, au réseau Ethereum en premier, puis ensuite au marché de l'Ether. On avait vu plusieurs dynamiques en particulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nouveau à Bitcoin, donc on va essayer de temps en temps de faire des petits allers et venus entre les deux différents majors. S'étant intéressé beaucoup à Bitcoin pendant le début d'année, il était important de parler de l'Ether un petit peu au cours de ces derniers moments, notamment avec l'avènement des ETF Ether Spot qui ont été approuvés mais qui ne sont pas encore lancés, je le rappelle. Ce qui sera intéressant à observer à ce moment-là, on fera certainement une nouvelle analyse. Mais aujourd'hui, on va revenir sur le marché du BTC, on va revenir sur le marché du Bitcoin et on va se poser la question suivante. Est-ce que les hodlers sont en train de vendre? Est-ce qu'ils sont en train d'accumuler patiemment? Quel est leur rapport à l'action de prix actuellement? On sait bien que les investisseurs à court terme sont les plus sensibles à la volatilité des prix et sont ceux qui sont le plus pris en tenaille par les allées et venues du prix en ce moment. Et les investisseurs à long terme, qu'on appelle aussi les hodlers, ne sont pas nécessairement dans ce cas de figure. Ils ont un comportement qui est beaucoup plus patient, beaucoup plus posé, beaucoup moins sensible à la volatilité. On va essayer de se demander aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que si vous vous souvenez, au cours des analyses précédentes, il y a plusieurs mois, on s'était déjà fait la réflexion, notamment en mars, qu'ils avaient pris des bonnes prises de profit, qu'ils avaient bien distribué à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui. Petit topo sur le prix, aucun changement, absolument pas. On a eu notre 5e test de la zone des 72, enfin 4e test plutôt de la zone des 72 qui a été infructueux, hein, donc voilà. On est en train de corriger depuis, on est en train de retester le support des 66-67, bien qu'on ait fait une touchette jusqu'au 64, il faut bien le noter. Hier, on a eu une force vendeuse, je pense, de la part des shorts qui était assez importante, mais aujourd'hui, on a l'air de se stabiliser aux alentours des 65, donc bon, il va falloir voir ce que ça va donner. Mais actuellement, on travaille le fameux support des 60, on pourrait même dire 66 dans l'ensemble, 65, une zone qui est en gros des 65 au 67, qui est une zone de très forte demande comme on va le voir plus tard dans l'analyse, qui est actuellement en train d'être travaillée au corps. On va voir comment le prix réagit. Pour l'instant, l'action de prix à court terme n'est pas si déterminante dans l'ensemble où il faut prendre ce qui se passe depuis 4 mois dans son ensemble. Nous sommes dans un range entre les 60 000 encore et les 73 000 et nous sommes aux alentours de la borne médiane du range, un peu plus bas que la borne médiane, mais rien d'alarmant de ce point de vue là. Rentrons actuellement dans le vif du sujet. Avant même de parler des investisseurs à long terme plus en détail, on va rappeler rapidement qu'est-ce qui permet de définir un investisseur à long terme et un investisseur à court terme. Un investisseur à long terme, c'est un investisseur qui va détenir ses UTXO, ses bitcoins, sur une période de plus de 155 jours, à peu près 6 mois, qui va nous permettre de définir qu'il va essayer de les détenir sur du long terme, et qui va pas seulement être là pour l'acheter sur 1 ou 2 mois, essayer de faire du boursicotage ou de la spéculation. On est sur un investisseur qui va détenir ses bitcoins sur plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même plusieurs cycles, qui va avoir tendance à être très patient, à accumuler, à être très résilient aussi vis-à-vis de la volatilité du prix, ce qui va s'opposer du coup évidemment aux investisseurs à court terme. Les investisseurs à court terme qui eux vont détenir leurs UTXO, leurs bitcoins sur moins de 155 jours, sur moins de 6 mois, ils vont souvent essayer de jouer les tendances, de profiter de la volatilité, mais évidemment ça peut jouer dans les deux sens et du coup ils vont être beaucoup plus sensibles à la volatilité si elle va pas dans le sens notamment de l'achat spot. Si c'est la volatilité baissière, ils vont avoir tendance à prendre des pertes relativement vite. Ils sont aussi sensibles aux news qui peuvent affecter le marché. Ce sont des investisseurs qui sont beaucoup plus court terme. Le temps joue contre eux. Le temps joue avec les investisseurs à long terme et le temps joue contre les investisseurs à court terme. Dans l'ensemble, si on regarde la répartition de l'offre entre ces différentes entités sur le réseau Bitcoin vis-à-vis de ce que je viens de vous expliquer avec la nomenclature, avec le seuil des 155 jours en dessous STH, en dessus LTH, court terme, long terme, eh bien on se rend compte que sur près de à peu près 19,7 millions de BTC, eh bien l'offre des investisseurs à long terme, qui est ici décrite en bleu, elle représente 14,1 millions de BTC, ce qui fait à peu près un peu plus de 70, même 71% de l'offre en circulation. Donc c'est quand même très costaud, on va pas se le cacher. Ça représente une majorité des bitcoins qui circulent actuellement, ou qui d'ailleurs qui ne circulent pas, d'un certain point de vue. Ils sont toujours dormants, ils sont toujours à long terme, ils ont pas été, ces bitcoins là n'ont pas été dépensés, donc ils ne circulent pas. Mais ça représente 61% de l'offre qui est plutôt dormant de ce point de vue là, 71%. Et à côté on a l'offre des investisseurs à court terme, donc qui est ici en rouge, qui représente à peu près 3,3 millions de BTT, ce qui représente à peu près un total de 16,7
25% de l'offre en circulation. Donc avec ces deux totaux là, on est capable de mesurer ce qu'on appelle l'offre souveraine. L'offre souveraine, c'est l'offre qui est détenue soit par des investisseurs à court terme ou long terme vis-à-vis du seuil qu'on a déterminé, en dehors des exchanges. Donc c'est vraiment l'offre qui est en dehors des exchanges. On peut voir qu'à travers le temps, l'offre qui est réduite et le plus est celle qui est d'ailleurs sur les exchanges, ce qui va nous indiquer qu'il y a une forte prédominance des investisseurs pour la garde autonome, pour le self-custody, et donc que les exchanges ont de moins en moins de BTC à leurs actifs, hein. Il suffit de faire la différence, on fait allez, 14, 17, voilà, on a à peu près 17,4 millions de BTC dans l'offre souveraine, et donc si on enlève ça, on a à peu près, c'est ça, 2 millions de BTC sur les exchanges au total, ce qui est vraiment très peu. Mais là l'idée c'était surtout de vous montrer que la majorité de l'offre, elle est détenue sur plus des 6 derniers mois, ce qui est absolument logique en soi, représente pas mal proche de 71%, donc c'est quand même costaud. Et on a les investisseurs à court terme qui eux sont plus sensibles, qui représentent à peu près 3,3 millions de BTC. Rapide tour par l'article écrit sur Cryptos pour vous faire part de ce graphique-ci. Alors là, on va essayer de répartir les BTC des investisseurs à long terme et LTH des investisseurs à court terme, STH, par tranche de prix, par tranche d'achat. Et donc on va être capable d'observer que les investisseurs à long terme, ils représentent la totalité des bitcoins qui ont été acquis en dessous des 40 000 $, et une partie mineure des bitcoins qui ont été acquis entre les 40 000 $ et l'ancienne ATH des 69 000 $, grosso modo. Du coup, les investisseurs à long terme, c'est surtout tous les investisseurs qui ont acheté en dessous des 40 000 et un peu des 40 000 jusqu'à l'ancienne ATH. Dans l'ensemble, l'ancienne ATH qui se situe aux 69 000, il y a des investisseurs à long terme qui ont acheté il y a très longtemps, bah du coup il y a très longtemps, en 2021, il y a 3 ans au niveau de l'ATH du sommet du cycle précédent, et ils n'ont pas vendu depuis. Voilà, ce qui nous montre une très forte conviction de certains investisseurs à long terme. Et de l'autre côté, on a l'offre des investisseurs à court terme. Ne vous fiez pas au petit LTH ici, c'est offre STH, c'est juste une petite faute de ma part, qui elle, regroupe une bonne partie des bitcoins qui ont été acquis entre les 40 000 et les 69 000, mais qui détient aussi tous les BTC qui ont été acquis entre l'ancienne ATH et le nouvel ATH, donc entre les 69 et les 73 000. Et là-dedans, il y a notamment la majorité des BTC qui ont été acquis par les ETF US Spot. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a beaucoup de BTC actuellement qui sont détenus par les investisseurs à court terme, qui sont en état de perte latente, notamment ceux qui ont acheté le haut du range, et les investisseurs des ETF US ont notamment acheté pas mal. Il y a eu beaucoup d'entrées des ETF au-dessus des 70 000. Actuellement, on est en dessous des 65 000. Donc, il y a encore pas mal d'investisseurs des ETF qui sont sous l'eau. Et il y a aussi beaucoup d'investisseurs à court terme traditionnels classiques, des particuliers, qui sont aussi sous l'eau. Donc, on peut bien voir ici, sachant que le prix est symbolisé par cette ligne droite, on a on a un bon volume quand même d'offres qui a été ici distribué par les investisseurs à long terme, donc de l'offre qui était détenue peut-être entre les 40 000 ou 69 000, même peut-être plus bas, qui a été transférée vers des nouveaux sommets quand ils ont pris profit. Cette offre a été rachetée par des investisseurs à court terme au niveau des sommets, et maintenant que le prix a corrigé à cause de la pression de vente, eh bien ces investisseurs se retrouvent piégés et sont actuellement sous l'eau. Donc de fait, l'offre des STH, elle est sujette à une pression financière et psychologique accrue, alors que les investisseurs à long terme, eux, mais il n'y en a qu'une infime partie qui est actuellement en perte latente. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'actuellement, les investisseurs à court terme sont un petit peu dans la sauce, à peu près la moitié d'entre eux sont dans la sauce, alors que les investisseurs à long terme, en fait, il y a une toute petite partie à peine d'entre eux qui sont peut-être un tout petit peu en perte. Donc vraiment, on a une aisance financière du côté des investisseurs à long terme aujourd'hui qui est telle qu'on ne peut pas penser qu'on est du tout en fin de bull market, mais on verra ça plus tard dans l'analyse. Maintenant qu'on a défini qu'est-ce que l'offre des investisseurs à long terme, comment est-ce qu'elle est composée et quel est en gros le coût de base des investisseurs à long terme et des investisseurs à court terme, on peut être capable d'observer de manière historique des comportements qui se répètent au fur et à mesure des cycles vis-à-vis de cette offre à long terme, notamment le fait qu'on ait une chute très importante de cette offre, une chute très importante, ou du moins très significative de cette offre à chaque fois qu'on a un sommet de marché haussier ou même un sommet local. Et ça signifie que les investisseurs à long terme sont en train de distribuer leur offre vers des prix plus élevés, c'est-à-dire qu'ils prennent des profits. Et c'est une dynamique qu'on est capable d'observer à chaque phase de sommet de marché. On est capable d'observer cette petite distribution qui est liée à de la prise de profit. On est aussi capable d'observer des baisses à certains marchés baissiers qui nous montrent une certaine forme de capitulation, mais dans l'ensemble, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout la prise de profit des investisseurs à long terme, notamment le fait que vis-à-vis des cycles précédents,
par rapport aux anciens sommets de marché haussier, eh bien la prise de profit, la distribution actuelle des investisseurs à long terme, elle est relativement réduite en fait. Elle s'est exprimée de manière un peu moins significative que ce qu'on aurait pu observer. Ça c'est intéressant à mettre de l'avant parce que ça va nous permettre de comprendre qu'il y a un changement de sentiment actuellement au sein du groupe des investisseurs à long terme, pour une raison très simple, ils préfèrent conserver leur profit latent pour attendre que le prix aille de plus en plus haut et reprendre leur distribution à des prix plus élevés. Et donc ce qu'on est capable d'observer, après la distribution qu'on a connue de décembre jusqu'à mars-avril, eh bien c'est une réaccumulation, une nouvelle hausse de l'offre des investisseurs à long terme qui est passée d'à peu près 13 millions 9, 14 millions à quasiment 14 millions 130. Du coup on a eu quasiment une hausse de 150 000 BTC de l'offre des investisseurs à court terme depuis avril, depuis 3 mois, depuis la stagnation qu'on enregistre sur le marché du BTC. Du coup on est vraiment capable de voir qu'il y a eu une phase de distribution très importante, puis que les investisseurs à long terme ont ralenti et maintenant ils sont en train de réaccumuler, ce qui est aussi un signe de conviction relativement fort, parce que la plupart du temps s'ils n'ont pas confiance dans une tendance, ils vont distribuer un peu plus histoire de prendre les profits tant qu'ils sont là. Et comme on va le voir en fait, même si les profits sont pas très élevés, ils ont quand même pris certains profits, donc ça va être intéressant à observer. Un autre graphique qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, c'est le Long Term Spending Binary Indicator. On va le faire très simple, je vais pas vous le développer ici pour la vidéo publique, mais en gros c'est un indicateur qui permet de mettre en avant les périodes lors desquelles les investisseurs à long terme sont en train de prendre des profits de manière massive et coordonnée, les moments où on a les plus grandes phases de distribution de la part des investisseurs à long terme. Et ce qu'on est capable de voir en fait, c'est que le comportement de dépenses et de prise de profit des investisseurs à long terme au sein du contexte actuel, il a été plus bref que lors du marché haussier précédent, et d'ailleurs idem pour les autres marchés haussiers. On voit bien ici que les périodes sont très étendues et que là c'était relativement court. En fait, si on regarde un peu plus en détail, pour le marché haussier de 2021, on a une distribution qui a eu lieu de octobre jusqu'à février-mars quasiment, donc à peu près un peu plus d'une centaine de jours, alors que le pic d'intensité de distribution des investisseurs à long terme en 2024, c'était seulement de février à mars, donc à peu près un peu moins de 50 jours. Donc il y a deux raisons pour lesquelles la distribution elle a été plus brève de la part des investisseurs à long terme vis-à-vis de ce cycle. La première, c'est que la performance elle a été relativement minime au-dessus de la TH, on est passé des 69 000 aux 73 000, donc ça n'a pas pu permettre d'avoir une réelle phase de distribution, enfin une réelle phase de découverte des prix sur plusieurs mois. Ça a limité la fenêtre de tir des investisseurs à long terme qui auraient préféré prendre des profits. Et la deuxième explication, c'est aussi la rentabilité latente des investisseurs à long terme qui est bien plus faible que celle des cycles précédents. On avait ici vous avez le LTH MVRV qui va vous donner le multiple de profit des investisseurs à long terme vis-à-vis de leur coût de base. Du coup un LTH MVRV qui est à 10, c'est-à-dire que l'investisseur à long terme moyen il a fait x10 sur sa position. Donc on avait au sommet du cycle dernier un x10 justement, et là on est seulement à x3,5, donc dans l'ensemble on est à seulement un tiers de la rentabilité du cycle haussier précédent, donc c'est très peu en fait. Et ce qui se passe, c'est que même si un facteur multiplicateur de x3,5 ça peut sembler alléchant pour beaucoup d'entre nous, eh bien il est rare que les investisseurs à long terme se mobilisent de manière massive et vraiment coordonnée tant que leur profit latent il n'est pas à peu près aux alentours des 4, aux alentours des 5, c'est à peu près quand le profit latent va dépasser 4 à 5, donc ils vont faire un x4, x15, x4 à x5 sur leur position, que là on va vraiment voir une très forte phase de distribution. Et sachant que le prix réalisé, le coût de base moyen des investisseurs à long terme actuellement est situé aux alentours des 21 000 $, et bien pour atteindre 4 il faudrait arriver aux 80 000 $ minimum, et pour atteindre 5 il faudrait arriver aux 100 000 $. Du coup si jamais ces niveaux de prix sont atteints, il faudra faire attention à ce que la pression de vente des investisseurs à long terme ne ralentisse pas encore une fois le prix comme elle l'a fait aux alentours des 73 000, parce qu'il y a de très fortes chances que ça arrive, et si la demande n'est pas suffisante, eh bien ça amènera à une nouvelle correction. Dans tous les cas, on sera capable de l'anticiper et de le documenter directement ici sur la chaîne YouTube de Cryptost, évidemment. Dernière dynamique, maintenant qu'on s'est intéressé aux investisseurs à long terme et à leur comportement, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des perspectives à court terme, notamment vis-à-vis d'un indicateur que j'ai développé moi-même et que je vous invite à aller étudier. Donc c'est un petit indicateur qui est totalement gratuit et open source. Vous pouvez accéder à ce thread sur Twitter
Twitter qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que je l'ai construit, quelle est son interprétation et pourquoi est-ce qu'il est aussi simple et efficace alors que pourtant c'est un modèle qui se base seulement sur 3 données on-chain. Vous le retrouvez d'ailleurs sur Glassnode et sur The Bitcoin Lab, donc totalement gratuitement. En gros, pour faire très simple, c'est un indicateur qui va mesurer le momentum, soit haussier avec des valeurs positives, soit baissier du marché du Bitcoin. Et quand on va avoir des valeurs positives qui vont être saturées vers le haut, donc un momentum haussier qui va atteindre sa limite, on va avoir des valeurs rouges. Quand on a un momentum baissier qui va atteindre sa limite, donc lors des bottoms de marché baissier notamment, on va avoir des valeurs bleues. Ce qui est important ici, c'est que toutes les fin de marché haussier du Bitcoin, tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Bitcoin en termes de fin de marché haussier a été signalé par une perte du momentum haussier, donc une saturation, donc une accélération, une saturation, puis une perte du momentum haussier avec des valeurs qui deviennent négatives. Ça a été le cas pour toutes les tendances haussières, toutes les fins de tendance haussière sur le marché du BTC. Et d'ailleurs on voit ici que le bear market était bien signalé aux alentours de mai 2021 et non pas en octobre-novembre 2021, parce que d'un point de vue technique on pouvait penser à un double top, alors qu'en fait sur un point de vue on-chain on avait déjà toutes les métriques d'engagement, d'activité et de rentabilité qui étaient dans le rouge. Du coup encore une fois l'activité on-chain a permis d'anticiper la fin du marché haussier, la fin du marché haussier et de ne pas se faire leurrer par le rebond d'ailleurs qui a été beaucoup plus dominé par les marchés dérivés et non pas par les marchés spot. Trêve de tergiversation, je ne sais pas comment dire ça. L'ensemble ici, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait on n'a pas du tout eu en fait de perte de momentum haussier sur la tendance actuelle, malgré une brève saturation qui a eu lieu entre février et mars, là où les investisseurs à long terme ont d'ailleurs pris la majorité de leurs profits. Eh bien on a pu être capable d'observer que le momentum haussier il a accéléré, il a saturé, puis ensuite il a ralenti sans donner de signe d'inversion ou de faiblesse, ce qui est un signe particulièrement constructif pour le moyen long terme qui nous permet de savoir que le marché reste en bonne santé et que le biais haussier on-chain est toujours conservé. Donc quelque chose qui est très très important à savoir en ce moment. Les investisseurs ou les influenceurs qui vous diront que nous sommes déjà en marché baissier ne se baseront pas sur des faits réels pour vous le dire, simplement ils auront peut-être raison à terme si le marché leur donne raison, mais là dans le contexte actuel il n'y a rien qui nous indique qu'on soit dans un marché baissier et puis c'est clair, on est en train de ranger, le momentum il est conservé sur du long terme, donc il n'y a pas de raison de s'en faire pour quoi que ce soit actuellement. D'un autre point de vue, on va être capable d'aller observer la carte des densités des zones d'achat sur BTC, c'est-à-dire on va être capable de voir à quel niveau de BTC, et bien à quel niveau de prix les BTC ont été accumulés. Plus les zones sont orange ou rouge, plus il y aura de BTC qui auront été acquis sur cette zone de prix. Et ce qui est important à être évoqué ici, c'est comme on l'a dit plus tôt dans l'analyse vis-à-vis de la concentration de l'offre des investisseurs à court terme, eh bien on a une très très forte zone d'accumulation de la part des investisseurs à court terme entre les 69 000 $ et les 66 000 $ grosso modo sur les marchés spot. Et donc ça, c'est assez important à noter parce que après le nouvel échec du franchissement des 72 000, eh bien le cours du BTC il est venu traverser cette zone douloureusement et maintenant il se situe en dessous de cette zone, dans la partie basse de cette fourchette d'accumulation aux alentours des 64-65 000 $. Et donc ce qui est important à noter ici, c'est que cette zone d'accumulation des investisseurs à court terme, eh bien elle est actuellement entre guillemets déficitaire, elle est en stress. Les investisseurs qui ont acquis des BTC, et beaucoup d'investisseurs en ont acquis dans cette zone, entre les 69 000 et les 66 000 sont actuellement sous l'eau, donc ils ont une rentabilité négative à peu près de -3 à -6% dans l'ensemble. Et donc ça apporte un stress financier à court terme sur le marché qui peut apporter une forme de risque parce que ça peut amener les investisseurs à court terme à prendre des prise de perte de manière anticipée. Donc conserver ici conserver un prix qui soit proche de cet amas d'accumulation, c'est vraiment primordial. Idéalement récupérer cet amas d'accumulation et le reprendre en tant que résistance, ce serait vraiment idéal pour éviter une nouvelle panique des investisseurs à court terme qui pourrait engendrer une pression de vente non négligeable. Voilà ce que je voulais vous présenter vis-à-vis des dynamiques à long terme et du comportement des investisseurs à long terme et vis-à-vis aussi des perspectives qu'on a à court terme sur le marché du Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire un petit récap rapidement ensemble. Donc, in fine, les données évoquées cette semaine, elles nous permettent d'indiquer qu'il y a un comportement de réaccumulation des investisseurs à long terme qui commence à s'exprimer suite à la phase de distribution qu'on a connue en décembre, de 2 décembre jusqu'à mars, qui a d'ailleurs été la plus intense entre février et mars. Un changement de sentiment est en cours au sein du groupe des investisseurs à long terme qui préfèrent préserver leur profit latent plutôt que de les distribuer tout de suite. Malgré le fait que le marché est ralenti, ils préfèrent attendre des prix plus élevés pour reprendre leur distribution. Et d'ailleurs, malgré une brève saturation
du marché en février-mars, qui a d'ailleurs amené les investisseurs à long terme à prendre des profits, et bien le momentum haussier sur le marché du Bitcoin, il a ralenti sans donner de signal d'inversion ou de faiblesse, ce qui est très constructif pour en fait une tendance à moyen long terme sur le marché du Bitcoin. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Pour les adeptes de Twitter, vous retrouverez directement le thread sur Twitter. Il y a évidemment l'article qui est disponible totalement gratuitement sur le site de Cryptost. Vous pourrez évidemment retrouver les prochaines vidéos d'analyse on-chain si vous les aimez ce boulot, si vous aimez ce contenu, en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour ne rien louper, sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. Évidemment, toutes les analyses techniques de Vincent Gann les mardis midi, et un jeudi sur deux, des fois, voire une fois tous les jeudis, dépendamment du contenu qu'il y a à dire et des dynamiques du marché, vous retrouverez aussi mes vidéos d'analyse on-chain, avec d'ailleurs un petit tutoriel sur l'outil du Bitcoin Research Lab dont je vous parlais plus précédemment en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. 15 minutes pour essayer de comprendre et de prendre en main le Bitcoin Research Lab, c'est vraiment une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, j'espère qu'elle vous aura plu aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment, ça me fait grand plaisir de partager ce contenu là avec vous. Et pour aller plus loin, pour avoir encore plus de contenu, pour avoir encore plus d'accompagnement, pour avoir accès aux analyses, des meilleures analyses techniques, des meilleures analystes fondamentales et des meilleurs analystes on-chain de l'écosystème français, avec la communauté la plus bienveillante, avec la librairie qui est tellement grande de contenu qu'on l'appelle la bibliothèque d'Alexandrie on-chain actuellement, et bien vous savez que vous pouvez nous rejoindre chez Cryptos Research, hein. Évidemment vous avez un petit code promo PROF20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement pour tester notre produit au besoin. Du coup n'hésitez pas à aller le tester, ça me fera vraiment plaisir de savoir que vous êtes arrivé chez Cryptos Research en regardant cette vidéo, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera un grand plaisir. J'espère encore une fois que ce contenu vous plaît. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. C'était le Prof Chain. Bonne journée à tous.